En géopolitique, on a souvent cette idée préconçue qu'une frontière, ça fonctionne un peu comme un mur blindé. Ouais, une vraie barrière physique. Voilà, c'est ça. Une barrière qui nous protégerait automatiquement disons, de l'incendie qui ravagerait le pays voisin. Absolument. Sauf que la réalité est bien plus poreuse, en fait. Exactement. Et aujourd'hui, on a sous les yeux un document diplomatique qui affirme même exactement le contraire. Hmm. En gros, si le voisin brûle, ce sont vos propres défenses immunitaires qui s'effondrent. C'est une image très forte. N'est-ce pas? Alors, bienvenue dans notre nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on va plonger dans un texte particulièrement dense et très très ferme de la diplomatie algérienne. Un texte qui s'intitule, je rappelle, «D'Alger à Bamako, l'impératif de l'unité malienne». Tout à fait. Et pour ceux qui nous écoutent, il s'agit d'un extrait analytique. Un extrait qui décrypte un message envoyé par Ahmed Attataf, donc le ministre algérien des Affaires étrangères, directement aux dirigeants du coup d'État au Mali. Et pour le coup, c'est un exercice de lecture vraiment fascinant. Ah oui, Oui, parce que les textes diplomatiques de ce niveau de fermeté, ils sont construits avec une précision millimétrée. Chaque mot choisi par Ahmed Attataf, tel que c'est rapporté ici, n'est pas qu'une simple réprimande. c'est plus profond que ça. Exactement. C'est carrément l'expression d'une doctrine géopolitique globale. On n'est pas du tout face à un banal communiqué de presse, là. Non, clairement pas. On est face à l'énonciation d'une véritable stratégie de survie régionale. Justement, et pour être parfaitement transparent avec notre auditoire, notre mission aujourd'hui n'est pas du tout de distribuer des bons ou des mauvais points. Ah non, pas du tout. On ne va pas juger si cette doctrine algérienne est la solution miracle pour le Mali, ou même si la position des acteurs mentionnés est justifiée. C'est important de le préciser. Tout à fait, on reste strictement neutre. Voilà. L'objectif de cette exploration, c'est purement d'enfiler les lunettes du rédacteur de ce texte. On veut comprendre la mécanique interne de cet argumentaire. Mhm. Et décrypter pourquoi, selon ses propres termes, cette diplomatie justifie une telle sévérité. En fait, c'est l'équivalent d'ouvrir le capot d'un moteur complexe pour comprendre comment les pièces interagissent entre elles, C'est d'une belle image. mais sans pour autant prendre position sur la destination finale du véhicule, quoi. Bon, décortiquons un peu tout ça. Allons-y. Pour mesurer le poids de ce texte, je pense qu'il faut d'abord s'intéresser au destinataire frontal, et surtout à l'exigence qui lui est posée. Oui, parce que ça donne le ton d'emblée. Exactement. Le document précise dès le départ qu'Ahmed Attaf adresse un message qualifié de, je cite, « fort et strict » Hmm. à la direction du coup d'État malien, qui est incarné par un certain Guita, et là, ce n'est pas une suggestion polie. Ah non, c'est une exigence pure et simple. Voilà. L'exigence, c'est un retour immédiat à l'accord de paix d'Alger. Et pour justifier cette urgence, la source affirme que cet accord a par le passé épargné le sang malien. C'est une formulation lourde de sens. Très lourde, oui. Mais attendez, il y a un truc qui m'interpelle. Si cet accord était une réussite si incontestable, pourquoi le texte doit-il exiger son retour avec une telle virulence? C'est une bonne question. Est-ce que le document reconnaît, de façon implicite, que cet accord était fragile? Ou est-ce qu'il rejette la faute de son effondrement uniquement sur les nouvelles autorités à Bamako? Ce qui est fascinant ici, c'est que le texte ne s'attarde pas du tout sur les éventuelles failles passées de l'accord. D'accord, il les élude. En fait, il se concentre entièrement sur les conséquences de son abandon. Selon la logique du document, l'effondrement n'est pas dû à un défaut de conception du texte de paix, mais bien à un acte délibéré de s'en détourner. Ah, je vois la nuance. Et c'est là qu'intervient l'idée d'avoir épargné le sang. Dans la rhétorique qu'on a sous les yeux, cet accord, ce n'était pas juste un bout de papier. C'était quoi alors? C'était, selon eux, le seul cadre institutionnel capable de transformer des factions armées antagonistes en acteurs politiques autour d'une même table, quoi. D'accord. Donc, si je visualise bien la chose, ce n'est pas tant que l'accord était une solution magique, Mhm. c'était plutôt une sorte de filet de sécurité. Un filet de sécurité. Oui, imaginez un acrobate de haut vol, le Mali, dans ce cas précis, qui marche sur un fil. Et soudainement, il décide d'enlever son propre filet de sécurité en plein milieu du numéro. Ah oui, l'image est parlante. L'Algérie, en voisin inquiet qui regarde le spectacle d'en bas, hurle de remettre ce filet avant qu'il n'y ait une chute fatale. D'ailleurs, le document insiste lourdement là-dessus. Oui, il le présente comme l'unique solution. Exactement. C'est présenté comme, je cite, « la seule voie garantie pour sortir du tunnel des crises ». Le fameux tunnel des crises, oui. Mais pourquoi cette insistance sur l'exclusivité de cette voie? Enfin, un tunnel, on voit tous ce que c'est visuellement. Mais, politiquement parlant, que cherche à dire l'auteur de ce texte? L'image du tunnel des crises, elle est employée pour illustrer un état d'aveuglement politique total. D'accord.
Quand on est dans un tunnel sans lumière, chaque pas est un danger de mort. On avance à tâtons. C'est le chaos, en fait. C'est ça. Et la source oppose cette obscurité anxiogène à ce qu'elle appelle la sagesse politique. Et cette sagesse, elle prend quelle forme? Eh bien, ce que l'auteur veut dire, c'est que la seule voie garantie, c'est un règlement politique qualifié d'inclusif. Inclusif, c'est le mot-clé du texte. Absolument. Inclusif, ça veut dire que tant qu'une seule faction, une seule ethnie ou un seul groupe est exclu de la gouvernance, le pays reste bloqué dans ce tunnel. D'accord. Rejeter l'accord d'Alger, selon l'argumentaire du ministre, c'est faire le choix de l'exclusion. Et donc faire le choix de l'aveuglement et de la poursuite infinie de la crise. Waouh. C'est un ultimatum conceptuel massif, en fait. Complètement. En affirmant que c'est la seule voie, le texte délégitime instantanément toute autre approche que Bamako pourrait tenter de mettre en place. Oui, ça coupe l'herbe sous le pied de toute alternative. Mais du coup, ça m'amène à une contradiction apparente. Ou en tout cas, à une question de légitimité quand on lit ça de l'extérieur. Je vous écoute. Pourquoi un État voisin se donne-t-il le droit d'imposer un tel ultimatum de politique intérieure? Ah, c'est la grande question. Et c'est là que notre lecture bascule vraiment, parce que le texte révèle le véritable moteur de cette diplomatie algérienne. Oui, Il y a cette phrase qui est probablement, pour moi en tout cas, la plus percutante de toute notre source. Je la lis. La stabilité des voisins et l'immunité de l'intérieur de la patrie. ah, cette phrase. C'est le cœur nucléaire de la doctrine décrite par le document. Vraiment. Le choix du terme immunité, ce n'est pas anodin du tout. Ça opère un glissement sémantique majeur. C'est-à-dire? Eh bien, on passe d'un vocabulaire purement juridique et géographique, classique en diplomatie, Ouais, à un vocabulaire qui relève de la biologie, de la médecine. c'est exactement ça. L'immunité, c'est ce qui protège un organisme de l'infection. Et ça m'a fait penser à une métaphore, celle d'un grand immeuble partagé. Un immeuble. Oui, imaginez, si j'habite au 3e étage et que l'appartement du 2e prend feu, Mhm. je ne peux pas me contenter de fermer ma porte à double tour et me dire « bon, ce sont ses affaires, ça ne me regarde pas ». Forcément, la fumée va monter. Exactement. Les fumées toxiques vont s'infiltrer chez moi, les flammes vont commencer à ronger le plancher. Donc, dans cette logique, défoncer la porte du voisin pour exiger qu'il utilise un extincteur plutôt que de jeter de l'huile sur le feu, Oui, vu comme ça. ce n'est plus de l'ingérence mal placée, c'est carrément mon propre instinct de survie. C'est une excellente métaphore, et cela soulève une question importante sur la redéfinition de la responsabilité régionale par ce document. Qu'est-ce que vous voulez dire? Votre analogie de l'immeuble en feu, elle correspond tout à fait à la dynamique qui est exposée dans le texte. Le truc, c'est que le document ne s'excuse pas du tout de cette posture. Ah non, c'est même le contraire. Voilà, il la revendique haut et fort. Il décrit l'Algérie non pas comme un donneur de leçons distant et hautain, mais vraiment comme le protecteur naturel, le soutien incontournable du Mali. Le protecteur naturel, oui, le terme est fort. Dans cette optique-là, la souveraineté du Mali n'est pas bafouée par l'Algérie. Elle est considérée comme menacée par les dirigeants maliens eux-mêmes. Ah, la nuance est subtile mais énorme. Oui, parce qu'en laissant l'incendie se propager, ces dirigeants menacent directement le corps national algérien. Du coup, la fermeté du ton, selon la source, ce n'est pas de l'arrogance. C'est quoi alors? C'est une réaction d'autodéfense vitale. Une autodéfense contre les flammes internes. Oui, je comprends mieux. Mais ce qui complique affreusement la situation, c'est que l'incendie n'est pas le seul problème. Il y a autre chose. Bah oui, la fumée attire toujours des prédateurs. Ah, les acteurs externes. Exactement. Et c'est ici que le document élargit soudainement sa focale de façon assez spectaculaire. On passe d'un coup du rappel à l'ordre bilatéral, très localisé, Mhm. à une véritable alerte géopolitique mondiale. Tout à fait. L'argumentaire refuse de circonscrire la crise malienne à un simple problème de politique intérieure. Oui, il va beaucoup plus loin. Il connecte directement la vulnérabilité créée par le coup d'État aux appétits d'acteurs internationaux beaucoup plus vastes. Et voici où cela devient vraiment intéressant. Le texte nous explique que le message du ministre est à la fois direct et voilé. Direct et voilé, oui. Il s'adresse aux dirigeants de Bamako, bien sûr, c'est le côté direct, mais aussi à ce que l'auteur nomme, et là il faut s'arrêter sur les mots, des forces extérieures et des capitales tapis. Capital tapis. C'est terrifiant comme expression, non? C'est très imagé. On imagine des prédateurs silencieux, cachés dans les herbes hautes, qui attendent le moindre faux pas pour bondir. C'est exactement l'idée que veut transmettre l'auteur. Et le document affirme que ces forces cherchent à utiliser les conflits ethniques pour diviser et démanteler le Mali. Mais
il y a une chose qui m'échappe. Est-ce que la diplomatie algérienne, à travers ce texte, met véritablement la junte locale et ses superpuissances cachées sur le même plan de responsabilité? Pas exactement sur le même plan moral, disons, mais elle les lie dans une mécanique de cause à effet qui est implacable. Comment ça? La source souligne que l'instabilité politique générée par les putschistes, eh bien, ça crée un vide. Et la nature a horreur du vide. Surtout la nature géopolitique. Hmm. Ce que le document dénonce avec l'expression « capital tapis », c'est le cynisme absolu de ces forces extérieures. Ils ne viennent pas avec des camions de pompiers. Pas du tout. Ils ne viennent pas pour éteindre l'incendie de l'immeuble, ils viennent pour récupérer les pièces de la maison une fois qu'elle sera réduite en cendres. C'est glaçant. Et leur levier d'action préféré, selon l'analyse stricte du texte, ce sont justement les conflits ethniques. C'est un point crucial qu'il faut souligner pour ceux qui nous écoutent. Pourquoi utiliser spécifiquement les ethnies? Pour diviser. Exactement. Parce que si on fragmente un pays par le sang et l'appartenance communautaire, on détruit la notion même d'État-nation. On le rend littéralement ingouvernable de l'intérieur. Et ça permet à ces fameuses forces extérieures de se tailler des zones d'influence sur mesure. C'est la stratégie classique du diviser pour mieux régner. C'est ça. Et c'est pour contrer cela que le texte définit l'unité et l'intégrité territoriale du Mali comme une ligne rouge absolue. Une ligne rouge, oui. Et le document utilise un terme très spécifique à ce sujet. Il précise que le refus algérien de voir le Mali démantelé est catégorique. Catégorique. Le mot est lâché. C'est un message d'une clarté redoutable, envoyé dans absolument toutes les directions. C'est-à-dire, D'un côté, aux dirigeants maliens, le texte dit en substance « Votre gestion actuelle du pouvoir offre le pays sur un plateau d'argent à la division ouch. ». Et de l'autre côté, aux capitales étrangères, le message est tout aussi clair. Ne pensez pas un seul instant que la confusion actuelle à Bamako rend le territoire disponible pour un redécoupage. Nous bloquerons toute tentative de partition, C'est fascinant la façon dont tous les arguments s'imbriquent dans ce document. n'est-ce pas? L'Algérie exige le retour à l'accord de paix inclusif parce que c'est le seul moyen de neutraliser les conflits ethniques. Oui. Et si ces conflits sont neutralisés, les capitales tapis n'ont plus de levier pour diviser le pays. Exactement. Et si le pays reste uni, la frontière sud de l'Algérie, donc sa propre immunité, est préservée. C'est un jeu de domino intellectuel parfait. C'est très bien résumé. C'est exactement cette architecture logique qui donne toute sa densité au texte. Et d'ailleurs, cette démonstration, elle nous mène inéluctablement vers la conclusion du document. La conclusion. Oui, qui prend vraiment la forme d'un verdict sur les méthodes employées pour régler les crises. Et c'est vraiment le point d'orgue de notre source. Face aux tensions ethniques et à l'effondrement institutionnel qu'on vient de décrire, le texte résume l'impasse actuelle avec une formule d'une puissance, je dirais presque poétique et brutale en même temps. C'est vrai, la plume est acérée. Je cite la phrase exacte. « La sécurité ne se fabrique pas avec de la poudre à canon aléatoire, mais par un règlement politique global. C'est fort. » Vraiment. Et personnellement, j'ai beaucoup bloqué sur le terme « aléatoire ». Pourquoi donc ? Parce que c'est ce mot précis, aléatoire, qui disqualifie totalement l'approche militaire. Tout à fait. Si l'on relie cela à la situation globale décrite tout au long du document, ce terme aléatoire est une attaque frontale contre la logique même du coup d'État. Ah oui, parce que la force militaire, la fameuse poudre à canon, c'est aveugle. Quand on tire dans le tas, on ne fait pas de distinction subtile entre un insurgé, un opposant politique ou juste une communauté marginalisée. L'arme à feu ne nuance pas. Exactement. Pour reprendre mon image de l'acrobate ou de l'échafaudage de tout à l'heure, essayer de régler une crise ethnique et politique aussi complexe avec des armes à feu, Oui. c'est comme essayer de réparer le mécanisme super délicat d'une montre suisse en tapant dessus avec un marteau. Oh, l'image est violente mais très juste. Le marteau n'est pas du tout conçu pour ajuster des rouages microscopiques. Il est juste fait pour écraser. Et c'est exactement ce que le texte reproche aux dirigeants actuels. Croire qu'on peut forger un consensus social à grands coups de marteau. C'est ça. Votre analogie de la montre suisse, elle illustre parfaitement la dichotomie qui est posée par le document. D'un côté la poudre, de l'autre le politique. Voilà. D'un côté, il y a cette poudre à canon aléatoire qui est le symbole d'une force coercitive totalement incapable de résoudre les causes profondes d'un conflit. La poudre détruit le lien social. Elle exacerbe les ressentiments et au final, elle alimente justement ces fameuses fractures ethniques que les prédateurs extérieurs attendent d'exploiter avec impatience. Et de l'autre côté? De l'autre côté, il y a le règlement politique global, celui qui est issu de cette sagesse politique mentionnée plus tôt dans le texte. La lumière au bout du tunnel.
C'est l'idée que la véritable sécurité, ce n'est pas un état de fait imposé par la peur, mais c'est une construction complexe Qui demande du temps. et qui exige du dialogue, des concessions et surtout l'inclusion de toutes les parties. Sans ce vrai travail d'orfèvre politique, pour reprendre votre métaphore horlogère, Oui, les armes ne produiront jamais rien d'autre qu'un chaos sans fin. c'est la réfutation totale de l'illusion militaire, en fait. La force ne fabrique pas la sécurité, elle fabrique juste le silence. Et le silence juste avant une explosion, on est bien d'accord que ce n'est pas la paix. Absolument pas. C'est vraiment la synthèse parfaite de la pensée qui est retranscrite dans notre source. Mhm. Le processus politique n'est pas présenté comme un simple luxe diplomatique ou une option parmi d'autres. C'est vital. C'est une condition absolue de survie matérielle de l'État malien. Alors, que signifie tout cela, si on prend un peu de recul sur cette plongée analytique, pour essayer de synthétiser pour notre auditoire? Je vous en prie, faites le point. Le document que nous venons d'explorer dresse le portrait d'une diplomatie algérienne qui se positionne en rempart intransigeant face à la désintégration de son voisin. Oui, Nous avons vu que ce n'est pas du tout une posture de charité internationale, c'est une nécessité existentielle dictée par cette fameuse doctrine de l'immunité de l'intérieur. tout à fait. Pour protéger son propre corps national, l'Algérie se voit contrainte d'exiger un retour à l'accord de paix inclusif, parce que selon le texte, c'est le seul antidote disponible. Le seul antidote contre plusieurs maux à la fois. Exactement. Contre les poisons conjugués des erreurements putschistes, des fractures ethniques et bien sûr de la rapacité des capitales tapies dans l'ombre. Au final, on est face à une diplomatie de l'urgence, qui est entièrement motivée par une perception de menace existentielle partagée. Menace existentielle, c'est vraiment le maître mot. Et pour ceux qui nous accompagnent dans cette réflexion depuis le début, gardons bien à l'esprit la nature de l'exercice qu'on vient de faire. Oui, un rappel important. Au cours de cet échange, nous avons disséqué les métaphores, on a testé la logique et scruté les avertissements contenus exclusivement dans ce texte-là. Cela ne veut absolument pas dire que nous adoubons ou que nous condamnons la politique algérienne ou malienne dans la vraie vie. Bien sûr que non. Nous nous sommes simplement appliqués à cartographier le raisonnement interne de cette source précise pour saisir comment un État articule diplomatiquement sa propre vision de la sécurité régionale. Et c'est la clé de toute analyse rigoureuse, en fait. Il faut comprendre profondément une perspective, se glisser dans sa logique interne, avant même de songer à en débattre ou à la critiquer. Je vous rejoins totalement là-dessus. D'ailleurs, cette exploration soulève une ultime interrogation. Une question presque philosophique qui est directement issue de l'argumentaire du texte. Ah, je sens que vous allez nous laisser avec un de ces casse-têtes dont vous avez le secret pour terminer. Je l'espère bien. Si, comme l'affirme ce document de manière si convaincante, l'immunité et la stabilité d'une nation dépendent intimement et irrévocablement de la stabilité de ses voisins, Oui. alors jusqu'à quel point les frontières physiques, vous savez, les simples tracés sur une carte, définissent-ils encore la véritable souveraineté à notre époque moderne? C'est une sacrée question. Bah oui. Si l'effondrement institutionnel chez l'autre, de l'autre côté de la ligne, est déjà en soi une brèche dans votre propre forteresse, Mhm. est-ce que la notion classique d'indépendance nationale n'est pas devenue une pure fiction juridique face à la réalité de ces crises interconnectées? Waouh! C'est une pensée vertigineuse. N'est-ce pas? C'est l'idée que notre souveraineté ne s'arrête finalement pas au poste de douane, mais qu'elle s'étend bien au-delà, jusqu'à l'équilibre politique de ceux qui nous entourent. Exactement. Sommes-nous tous les otages du chaos de nos voisins? C'est une remise en question fondamentale de la façon dont on dessine le monde aujourd'hui. Une vraie réflexion de fond. Eh bien, c'est une excellente réflexion que nous laissons en suspens pour que chacun puisse continuer à la creuser de son côté. Tout à fait. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette exploration en profondeur dans les arcanes de la diplomatie géopolitique. Merci de nous avoir écoutés. Gardez toujours cet esprit critique, continuez à lire entre les lignes et on se dit à très bientôt pour une nouvelle analyse.